Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour créer un système d'options de notre inventaire pour pouvoir effectuer différentes actions sur nos items. Donc en l'occurrence, aujourd'hui on va créer un bouton permettant de détruire des objets dans notre inventaire. Donc lorsque j'ouvre mon inventaire, j'ai différents objets. Si je fais clic gauche, je peux utiliser mes items comme d'habitude, mais si je fais clic droit, j'ai accès à différentes options à l'endroit précis où j'ai cliqué. Alors je peux cliquer là par exemple, voilà, et je peux supprimer l'objet sélectionné, voilà, et donc on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, il va falloir que l'on fasse la distinction entre un clic gauche et un clic droit dans notre inventaire. Je vais me faire comprendre. Donc aujourd'hui dans notre inventaire, lorsqu'on met un item dans notre inventaire, voilà, il est accompagné d'un système d'événements, donc avec l'event trigger. Donc lorsqu'on clique sur l'item, il va lancer la fonction takeItem du script itemSlow. Le problème, c'est que ce trigger ne différencie pas si on fait un clic gauche, un clic droit ou un clic du milieu. Dans tous les cas, il va lancer la fonction takeItem. On va pouvoir le voir si je fais play. Donc là, je fais clic gauche, j'ai mon item comme d'habitude. Si je fais clic droit, j'ai aussi l'item. Et si je fais clic du milieu, j'ai aussi l'item. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans itemSlow, c'est qu'on va dire que si c'est clic gauche, alors ce sera fonction takeItem. Et si c'est clic droit, on ouvrira notre panel d'options avec l'option jeter l'item. Il n'y a pas d'événement qui fasse la distinction. Si je fais un nouveau type d'événement, il n'y a aucune distinction clic gauche, clic droit. Donc on va devoir le faire nous-mêmes. Donc on va dans notre script, dans le script itemslow.cs, et on va tout d'abord rajouter un nouvel élément à importer. On va utiliser le Unity Engine .event system. Cet élément va nous être utile, va être nécessaire pour utiliser des variables liées aux événements. On va créer une nouvelle fonction qui va faire la distinction entre savoir si on lance la fonction takeItem ou si on fait autre chose. Donc, va être une variable publique qui va s'appeler click, et donc ce sera la fonction appelée par l'event trigger. Voilà pourquoi il faut qu'elle soit publique. Et pour que cette fonction puisse répondre à la question qui est de savoir est-ce que le joueur a réalisé un clic gauche ou un clic droit, on va exiger qu'une variable soit renseignée à l'entrée de cette fonction. On va exiger d'obtenir toutes les informations liées à l'événement à l'origine de l'appel de cette fonction. L'événement, c'est le clic du joueur sur l'item. Donc, on va exiger l'entrée d'une variable de type baseEventData qui va regrouper l'ensemble des informations dont nous avons besoin. Ce type de variable ne peut pas être utilisé si on n'a pas renseigné le Using Unity Engine Event System plus haut. On va l'appeler bed pour baseEventData. Donc ce type de variable permet d'obtenir plein de choses, mais nous, ce qui nous intéressait plus particulièrement dans un événement donné, ici c'est les informations concernant le pointeur, la souris. Donc on va créer une nouvelle variable de type pointerEventData, qui sont donc les données liées à l'événement mais du point de vue du pointeur, et on va l'appeler bed pour pointerEventData. Cette nouvelle variable va être égale à entre parenthèses pointerEventData, fin de parenthèse, bed. Ce qui équivaut à dire
bed as pointer event data. Au final, on veut la même chose que base event data, mais du point de vue du pointeur. C'est ça que ça veut dire. En gros. Donc on a notre base event data qui permet d'accéder à différentes informations liées à l'événement, et le pointeur event data qui suit les mêmes principes, c'est-à-dire accéder à différentes informations liées à l'événement, mais plus précisément du point de vue de la souris. Donc par exemple, voilà, quel bouton a été appuyé lors de cet événement, combien de clics, voilà. Enfin, il y a plein de choses, vous pouvez voir l'identifiant voilà, du pointeur. En fait c'est la même chose que ça un petit peu, voilà, sauf que là c'est l'identifiant de la touche. Là on va avoir plutôt l'input button. Donc nous on va pas avoir besoin de tout ça. Nous on va utiliser la variable button pour savoir justement est-ce que c'est le bouton gauche, le bouton droit, le bouton du milieu. Donc on va faire, pour vérifier qu'on arrive bien à accéder à cette information, on va créer un petit debug .log, on va dire button, voilà, plus ped.button, voilà. Accéder à la variable button du .event data. Ça c'est juste un peu de fioriture pour que ce soit plus joli dans la console. Mais si vous voulez afficher plusieurs choses dans la console, vous mettez voilà vous mettez la première chose que vous voulez afficher, et pour les séparer, vous mettez un plus. Voilà. Donc on revient en jeu. Je vais dans mon event trigger, et là au lieu de dire d'appeler la fonction takeItem, je vais lui demander d'appeler la fonction click, qui donc on le voit est une fonction dynamique. Voilà, vous voyez la dynamique base event data static parameters, puisqu'en fait dans cette fonction on exige les données liées à l'événement. Du coup ça devient une fonction dynamique, hein, et elle est séparée des autres. En final, le event trigger a identifié la présence de ce base event data, et c'est que lorsqu'il appellera cette fonction, il enverra les informations liées à l'événement. Donc maintenant on va essayer ça. Regardez bien en bas de la console, hein, ici, enfin en bas de l'écran ici, pour justement voir les différents clics. Là, clic gauche, clic droit, clic du milieu, voilà. Tout est bien renseigné, je peux faire continuer. Voilà, ça marche. Parfait. Donc on va pouvoir utiliser cette fonction, cette sentence pour réaliser nos opérations. Donc on va rajouter des conditions. On va dire que si notre ped.button égale à pointeur event data.input button.left, si le joueur a cliqué sur le clic gauche, alors on appellera la fonction takeItem. Et dans le cas contraire, si le clic de souris sur lequel le joueur a appuyé est le clic droit, alors on fera autre chose. Input button.right. Voilà. Donc, en attendant, on va juste mettre un petit debug pour vérifier que ça appelle bien cette section. Voilà, je peux même enlever ça, c'est plus besoin. Et en plus de ça, on voit que si on fait clic du milieu, il ne se passera rien. Mais de toute façon, c'est inutile. On pourrait par exemple dire
Si le bouton égale les gauche ou clic du milieu, alors on prend l'item. C'est à vous de voir, hein, c'est pas... Mais bon, voilà. Donc, on revient en jeu. Tout est comme... On n'a rien changé, à part le script. Donc, lorsque je fais avec clic gauche, je vais prendre... Ça va bien prendre mon item. Si je fais clic du milieu, rien ne se passe. Et si je fais clic droit, dans la console apparaît right click. Donc, tout est bon. Maintenant, ici on a juste un debug. Il va falloir qu'on prépare qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passera concrètement. Donc, avant de programmer, on va revenir dans le jeu. Lorsque l'on fait un clic droit sur un item, on va faire apparaître les options disponibles via des boutons à l'endroit exact où le joueur a cliqué. Ensuite, si le joueur clique à l'extérieur de la zone d'options, donc en dehors des boutons, ces options disparaîtront et le joueur revient dans l'inventaire tel qu'il est à l'ouverture. Donc, tout d'abord, on va créer différents éléments. Tout d'abord, donc dans notre canvas, on va créer à l'extérieur de notre inventaire, on va créer un nouvel élément, un panel. Voilà, on peut voir comme ça. Donc ça se voit pas très bien. Je vais le remettre en haut parce qu'il va être lié à l'inventaire. Mais en bas de l'inventory panel, c'est important. Parce que il faut qu'il soit... parce qu'en étant positionné de cette façon-là, il sera supérieur à l'inventory panel. C'est-à-dire que par exemple, là, tout de suite, si j'allume le jeu et que j'ouvre l'inventaire, je ne peux pas interagir avec mon inventaire. Parce que l'image qui est au-dessus me bloque en fait. Elle est supérieure. Si je mets par contre le panel ici, voilà, on voit tout de suite d'ailleurs visuellement, l'inventaire est passé devant, hein, passé au-dessus. Donc maintenant je peux interagir sans souci. Donc attention à mettre ce panel en dessous de l'inventory panel, dans la hiérarchie. Donc ce nouveau panel, on va l'appeler Inventory Item Option. On va lui laisser sa forme. On va ensuite créer un sous-panel qui va regrouper nos différents boutons. Donc, je vais exiger qu'il ne s'adapte pas à la fenêtre, mais qu'il soit positionné plutôt. Parce que si je mettais stretch, il va plutôt s'adapter à la fenêtre. Là, je vais exiger une certaine taille. Pour l'instant, je vais lui donner une taille de 120 par 30, qui est donc en fait la taille que je voudrais pour un bouton. Ensuite, je vais rajouter un composant que j'aime bien, Grid Layout Group. Donc c'est le composant qu'on avait utilisé dans l'inventory panel, dans Slow Panel Use et Slow Panel Graphique. Permettait justement d'avoir nos items si bien rangés. Donc là, il va servir à bien ranger nos boutons. Pour l'instant, on va créer qu'un seul bouton dans cette vidéo, mais il est possible que vous ayez envie de créer plusieurs options. On va créer la taille d'un bouton, je vais dire 120 par 30. Pour le reste, on laisse tel quel, c'est pas utile. Et on va créer donc un bouton, si je le trouve, il est là. Voilà, on a notre bouton. Donc on a un bouton, on va lui donner une apparence un peu plus qui va de pair avec notre inventaire. Donc je vais mettre un sprite, je vais mettre title inventory. Voilà, c'est au niveau de la forme. On est sur quelque chose de long, de large, je sais pas comment dire, mais qui s'étire, donc il faut mieux avoir une forme adaptée. Donc ensuite, attention, le composant bouton propose beaucoup de choses, particulièrement l'apparence du bouton en temps normal et highlighted color, c'est quand la souris passe dessus. Donc on va changer ça par exemple, et on va lui mettre une couleur... voilà, je sais pas trop, quelque chose qui va se démarquer légèrement mais pas trop.
Et il y a plein d'autres options, lorsqu'on clique sur le bouton, lorsque le bouton est désactivé. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le bouton est désactivé? C'est lorsque ça c'est décoché. Hein. Voilà, le bouton il devient grisé. Voilà. Donc visuellement on va voir ce que ça donne. Voilà, je passe dessus, voilà, il est highlighted, il prend la couleur que j'ai donnée. Voilà, pour l'instant comme ça, on va lui donner un nom. Pour l'instant il s'appelle bouton, on va l'appeler drop. Voilà. Grossir un peu. Autre chose importante, j'ai expliqué donc qu'on veut que donc ce panel d'options apparaisse à l'endroit précis du clic de la souris. Son positionnement ici est fait en fonction des données de pivot qui sont ici. Je sais pas, on peut voir normalement si je passe dessus, ça va être expliqué. Voilà, le pivot. Le point de pivot spécifié et le point d'origine du rectangle. Sa rotation et sa taille sont autour de ce point. En fait, les positions X, Y, Z ici sont établies en fonction de ce point. C'est-à-dire que par exemple, si je change une variable, par exemple je mets 0 là, tout de suite on a vu que les positions X et Y ont changé. Je vais le refaire, on va mettre 1, voilà. C'est ces positions de pivot qui déterminent la position ici. Donc, si je laisse comme ça, c'est-à-dire 0.5 par 0.5, c'est-à-dire c'est le point central, lorsque je ferai mon clic droit, et que mon bouton apparaîtra à l'endroit de la souris, au final, le bouton apparaîtra au centre de la souris, c'est-à-dire comme ça. Moi, je voudrais plutôt qu'il apparaisse en bas à droite. C'est-à-dire je clique, voilà, comme sur Windows, et en fait, le bouton apparaît juste en bas à droite lorsque je fais comme quand je fais un clic droit comme ça, il apparaît sur la pointe à droite. Donc pour faire ça, ou en bas, vous pouvez faire comme vous voulez. Pour faire ceci, on va changer le point de pivot. Là aussi, n'hésitez pas à lire la documentation pour savoir exactement comment faire, mais au final, nous ce qu'on va faire, c'est mettre 0 ici, et on va mettre 1. Donc 0, le point est à gauche de l'objet, et 1, il est tout en haut. Y, hein, XY. Si j'avais mis Y05, ce serait ici le point. Si j'avais mis 0 à Y, ce serait là. Enfin, voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions si ça ne l'est pas. Donc maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir commencer à programmer. Donc la question est quel script allons-nous utiliser pour programmer les conséquences de ce clic droit. Bien sûr, tout est discutable. Ce que je vais dire peut être sujet à discussion, mais selon moi, il n'y a aucun intérêt à le mettre dans item slow, puisque item slow est dans l'item qui, lors de sa création, lors de son instanciation, n'a pas connaissance du menu options. Donc il faudrait le trouver de la même façon que le player. Le player, c'est quelque chose de facile à trouver dans un niveau, parce que généralement elle est le tag player. Nos options ne vont pas forcément avoir un tag, donc moi j'ai pas envie de faire ça dans item slow. Ensuite, j'ai pas spécialement envie de créer un nouveau script, c'est pas forcément utile. On pourrait créer un script et l'ajouter au canvas ou à notre GameObject item inventory item option. On va plutôt travailler avec FPC Support qui a déjà connaissance de certaines variables et qui a une vision un peu globale. Voilà. Mais bien sûr, libre à vous de faire différemment. De toute façon, depuis le début, même le fait d'avoir notre script FPC Support directement associé au joueur, est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà, il y a des avantages, des désavantages. Tout est sujet à discussion, comme je l'ai dit. Mais bon, voilà. Donc nous, on va travailler, pour ma part, avec FPC Support. On va donc dans FPC Support, notre joli script bien complet. On va créer une nouvelle variable dans nos inventory data, puisqu'il va falloir désactiver ou activer les options.
Donc il va falloir créer une variable nous permettant de faire ça. Donc ce sera une variable de type GameObject qui va s'appeler inventory items options. Voilà. Donc ensuite dans le start, je vais planifier quelque chose. Donc je vais dire que si dans le cas où inventory item option n'a pas été renseigné, alors on va faire la même chose qu'ici. Je vais dire qu'inventory item option égale GameObject.find. Donc là, attention à l'orthographe. Il faut reporter le nom ici. Je vais faire un copier, c'est plus simple. Voilà. Et enfin, je vais aussi dire que inventory item option est au démarrage du jeu désactivé. Voilà. Ensuite, il va falloir que l'on crée une première fonction qui va servir à activer les options. Donc je vais me placer ici, non, ici plutôt, voilà, c'est bien là. Ce sera une variable de type public pour y accéder depuis l'extérieur. On va l'appeler ActiveItemOptions. Ça montre bien ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah tout d'abord, elle va activer Inventory Item Option. Ça me paraît évident. True. Et voilà. Ensuite, il va falloir faire deux choses. Il va falloir qu'on accède aux options. Il va falloir qu'on accède aux options, aux boutons. Et on va ensuite placer les options, les boutons. On va les placer dans l'univers par rapport à la position de la souris. Donc, si on veut accéder aux boutons, c'est pour les placer au niveau de la position de la souris. Donc, pour accéder aux boutons, je connais Inventory Item Option, qui est au final leur père dans Unity. Les options, au final, c'est le GameObject panel qui est ici. Et je connais son père. Et panel est son fils unique au final, puisque c'est un panel qui va regrouper l'ensemble des boutons. Là, il n'y en a qu'un seul, mais il pourrait y en avoir 18. Donc, ce que je veux, c'est accéder à la position de ce panel pour ensuite la modifier. Étant donné que le panel est fils unique, ça va être assez facile. Pour accéder au bouton, donc au panel, on va créer une nouvelle variable de type transform qu'on va appeler buttons option et on va dire que c'est égal à inventory item option point transform, donc la position d'inventory item option. C'est la seule façon pour accéder aux enfants, il faut passer par le composant transform. Et en faisant getChild, avec transform j'ai accès à la fonction getChild qui va me permettre d'avoir le composant transform d'un de ses enfants. Et quel enfant je veux? Je veux l'enfant 0, le premier de la liste. Et il n'y en a qu'un seul, donc c'est bon. Et ensuite je vais placer ces boutons. Donc comment faire? Je vais dire que buttonsOption point position. Dans le composant transform, je veux la position. Ah oui, j'ai fait une erreur de frappe. On va plutôt mettre un S. Encore, je veux plus buttons option. Voilà. Donc je veux sa position et je veux dire que sa position est égale à la position de la souris. Comment avoir la position de la souris? Je tape input.mouse position. Et là, on a une fonction intéressante. Il va falloir aussi créer son contraire, c'est-à-dire désactiver les options. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler disable item options. Et on va juste dire inventory item option.setActive
false. Et voilà. Et donc cette fonction, on va voir comment elles vont être appelées, bien sûr. Mais voilà. Maintenant, on va d'abord chercher à savoir comment est-ce qu'on appelle la fonction ActiveItemOption. Donc pour ça, on va revenir dans ItemSlow. ItemSlow, donc comment ça commence? On va même, tiens, je vais passer pour supprimer le public ici, totalement inutile. Puisque la fonction est au final appelée depuis ici. Le public était utile parce que elle était appelée par le composant EventTrigger dans le niveau. Ici ce n'est plus le cas, donc on peut enlever le public. Donc dans notre fonction click, pour l'instant on a juste un debug log right click. Donc on veut appeler une fonction, la fonction ActiveItemOption, qui est dans le player, dans son composant FPC support. Et bien on va faire comme ici, dans la fonction takeItem, on va aller trouver le joueur, et on va appeler une de ces fonctions. Donc on peut même carrément s'inspirer directement de ça. Et on va donc on garde ça comme tel, mais ça on va pas dire qu'on appelle la fonction URLItem, on va dire qu'on appelle la fonction ActiveItemOption. Voilà, et c'est tout. À ce niveau-là, c'est tout. On peut déjà maintenant tester notre clic droit. Donc, pour ce faire, on va revenir dans le niveau. Lorsqu'on fait play, on va ouvrir notre inventaire. Donc là, ça sert à rien de cliquer ici. On va cliquer sur notre item vierge. Donc lorsque je fais clic droit, hop, mon bouton est bien apparu en bas à droite de mon clic de souris. Je ne peux pas revenir en arrière pour l'instant, mais voilà. Et on est obligé de réinitialiser le jeu maintenant si on veut partir, ou alors faire ça, mais si vous voyez ça marche pas. On va régler ça plus tard aussi. Mais on peut voir au final que l'identification de l'endroit où placer le bouton est bonne. Donc maintenant, on va dans InventoryItemOption, qui correspond à toute cette image. Et donc, je veux que lorsque je clique sur cette image, le jeu revienne à l'inventaire, qu'on quitte les options. Donc on va ajouter le composant EventTrigger. On va ajouter un nouveau type d'événement pointeur clic. Et on va dire que lorsque l'on clique dessus, on appelle la fonction DisableItemOption. Voilà. On va tester tout ça. Donc le mieux, on va faire un truc, c'est qu'on va dupliquer cet item pour remplir l'inventaire totalement, pour faire des tests. Donc je vais dupliquer totalement le truc. Voilà. Là, mon inventaire, il est blanc. Donc j'ouvre mon jeu. Et donc j'ai bien toutes mes descriptions qui s'affichent. J'applique sur clic droit, la souris part bien. Et lorsque je clique sur l'image, on revient à l'inventaire. Voilà, je peux faire plein de tests. On peut cliquer un peu partout. C'est le but. Je peux cliquer, si je clique entre les items, il se passe rien, bien sûr. Et voilà. Et pour l'instant, il se passe rien, bien sûr. Si je clique sur drop, il ne se passe rien. On n'a pas encore paramétré. Mais voilà, on peut faire. Si je clique sur un autre item, voilà, je ne sais rien. Je ne provoque pas la prise en main de l'item. C'est bien, c'est ce que je veux. Voilà, tout marche parfaitement. Après, il y a cette image blanche qui est un peu moche. Donc, maintenant que ça marche, qu'on voit que notre image marche bien et que on revient bien à l'item, que lorsqu'on clique sur le bouton est au-dessus de l'image, donc on ne revient pas sur l'inventaire, mais que le bouton pour l'instant ne fait rien, on va pouvoir effacer cette image. Donc, on pourrait dire, ah, ben, je vais enlever ça, je vais supprimer le composant. Que nenni. Non, pas du tout, parce que justement cette image qui est liée à l'EventTrigger, c'est parce qu'on clique sur cette image. L'image est interagible en fait. Donc il ne faut surtout pas l'effacer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la rendre invisible. Donc on va dans ses couleurs et on va réduire son alpha à 0. Voilà. C'est comme si elle n'était pas là. Avant de paramétrer notre bouton qui va permettre de détruire l'item dans notre inventaire, on va faire quelque chose que justement je vous ai montré lorsque j'étais en train de jouer. C'est-à-dire que il est possible que le joueur ait activé voilà, les options.
s'il décide de quitter l'inventaire à ce moment-là, sans être revenu dans l'inventaire, c'est-à-dire que s'il appuie sur I, sur notre bouton d'inventaire, l'inventaire s'éteint bien, notre flou s'efface, on peut rejouer, mais les options sont toujours actives. Donc, on va régler ça. Donc pour ce faire, on va revenir dans FPC Support, et on va revenir dans notre fonction Show or Hide Inventory, qui gère l'activation et la désactivation de l'inventaire. Notre fonction est un peu brouillon, je vais rajouter des commentaires. Donc Manage Inventory and le player, ici, on gère l'inventaire et le joueur, ses mouvements, sa vision. Ici, on gère le curseur. Et je vais rajouter du coup une nouvelle action, on gère les options d'inventaire. Et qu'est-ce que je veux concrètement? C'est-à-dire que je veux que quand l'inventaire s'éteint, eh bien les options d'inventaire s'éteignent aussi. Et pas l'inverse. Je ne veux pas que si l'inventaire s'allume, je ne veux pas que mes options s'allument aussi. Donc on va dire que if si inventory on, si l'inventaire est allumé lorsqu'on appuie sur notre bouton d'inventaire, alors, donc on désactive l'inventaire, mais on va aussi désactiver notre inventory item option. Donc inventory item option, set active false. Voilà. Ou bien sûr on pouvait aussi écrire, appeler la fonction disable item option. C'est aussi une possibilité. Maintenant on va pouvoir paramétrer notre bouton option. Notre bouton option aujourd'hui il ne fait rien. C'est-à-dire qu'on a notre bouton et il est interagible, mais quand je clique dessus, il ne se passe rien. Donc comment faire? Quelle est déjà la chose qu'on veut faire lorsqu'on clique sur drop? C'est détruire l'item de l'inventaire. Donc c'est le truc qu'on fait lorsqu'on arrive à utiliser un item qui peut être qui n'est pas réutilisable. C'est-à-dire qu'on fait destroy item object hold. Ici, le bouton, comment est-ce qu'il peut avoir connaissance de l'item qu'on a sélectionné? Parce qu'ils ne sont pas liés. Inventory item option ne fait pas partie de l'item. Ce qu'il faut, c'est que lors de l'activation du panel d'options, c'est-à-dire lorsque l'on fait clic droit, il faut qu'on enregistre l'identité de l'item concerné. Comme ça, une fois qu'un bouton est appuyé, on ressort l'identité de l'item qui avait été enregistré auparavant, et on agit dessus. Donc, dans ce cas précis, lors de l'activation du panel d'options, on va envoyer l'identité de l'item à FPC Support. Pourquoi FPC Support? Parce que FPC Support fait le lien entre les items qui sont là et l'inventory item option. Donc, lorsque on active le panel d'options, on envoie l'identité de l'item à FPC Support, et lorsqu'on appuie sur le drop, on demande à FPC Support de procéder à la destruction de l'item qui a été sauvegardé. Donc, on se rend dans FPC Support, on va se rendre dans notre fonction Active Item Option, qui est donc appelée depuis ItemSlow, et on va demander à ItemSlow de nous envoyer l'identité de l'item sélectionné. Donc on va appeler notre variable itemSelected. Et après avoir activé notre inventory item option, on va sauvegarder l'item sélectionné dans une variable de FPC Support qui pourra donc être utilisée plus tard lorsqu'on demandera de détruire l'item. Donc on pourrait donc créer une nouvelle variable, mais c'est pas utile, puisqu'on a déjà une variable qui va nous servir et qui est ici, item object hold. Donc elle nous permet de savoir qu'on est en train de tenir un objet. Lorsqu'on est dans l'inventaire, on ne tient pas d'objet. Cette variable n'est pas utile. Déjà lorsqu'on ouvre un item, holding item devient faux. Et quand holding item redevient true, ce sera un nouvel objet qui sera tenu. On peut parfaitement utiliser cette variable dans le cas présent. Ça nous évite de créer une nouvelle variable. Elle est parfaitement recyclable. Je reviens ici et je vais dire que donc item object hold égale item
selected. Voilà. Donc là, on est bon. Et ensuite, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler, qui va être de type public, pour être appelée depuis l'extérieur, qu'on appellera drop item. Et donc ce drop item va juste dire qu'on détruit l'item object hold, l'item en main, qui est l'item dont les options ont été activées. Et ensuite, il faut désactiver les options, puisque c'est pas parce qu'on détruit l'item que les options vont être désactivées. Donc on va dire que inventory item option .setActive false. Voilà. Ou là encore une fois, on peut aussi appeler la fonction disable item option. C'est à vous de voir encore une fois. Ensuite, il va falloir faire des modifications dans item slow, puisque maintenant active item option exige une variable. Donc on revient dans item slow et on voit tout de suite que active item option, il y a une erreur maintenant, puisque bien sûr il manque une variable. Une variable est exigée. Et donc on va simplement ajouter GameObject. Donc en commençant par une minuscule. Donc c'est la même chose que si j'écrivais tease.GameObject. Voilà. Mais tease est plus nécessaire aujourd'hui, donc on peut le retirer. Voilà. Donc on l'a déjà vu, mais GameObject est égal au GameObject associé à ce script. Donc l'item sélectionné dans l'inventaire. On revient, on va paramétrer notre bouton et on va exiger que lorsqu'on clique sur le bouton, on appelle la fonction dropItem. Voilà. Et donc on va pouvoir tester notre bouton. Donc on a notre truc comme d'habitude, on revient. Et lorsque j'appuie sur drop, mes options désactivées et j'ai bien mon item qui a été détruit. Donc ça se voit pas visuellement parce que c'est à cause du composant grid layout group. Au fin, ce qui se passe en fait, c'est que l'item est supprimé et que tous les autres qui sont derrière sont remontés d'un cran. Du coup, on a l'impression que c'est le dernier qui est supprimé à chaque fois, mais ne vous inquiétez pas, c'est bien celui que je sélectionne qui est supprimé. On va pouvoir d'ailleurs le tester. Je vais supprimer tous mes items comme ça là. Mes faux items, on va allumer le jeu normalement. Et je vais aller sélectionner nos beaux items. Voilà. Et là, on va les supprimer directement. Oula, je me suis trompé. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, excusez-moi. C'est normal. Là, je fais clic droit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait une connerie. Ici, lorsque j'ai manipulé mon item qui était en test, je n'ai pas appliqué la modification sur tous les préfabriqués. Ah là là. On fait bien attention à appeler la fonction click. Voilà. Donc là maintenant on teste. Et lorsque je fais clic droit, mes options s'activent bien hein, comme d'habitude. Et si je fais drop, c'est bien la clé qui a été supprimée. Là je fais le marteau par exemple. Voilà, je fais le briquet. Et voilà, tout est bon, tout est supprimé. Et donc voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. J'ai juste montré globalement comment faire ça. Un moyen en tout cas de créer des options et de pouvoir agir sur nos items d'une autre façon que les utiliser. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer ou à détester cette vidéo du plus profond de votre être. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à poser des questions si ce n'a pas été clair, à me demander, à m'envoyer des messages pour que je fasse des thématiques précises sur des trucs qui vous plairaient concernant cet inventaire ou concernant d'autres choses. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine. Salut!